Qu'est-ce que ça veut dire être libre, vraiment? C'est une question à la fois super personnelle et complètement universelle. Ça fait des siècles qu'on se la pose et il n'y a toujours pas de réponse simple. En fait, c'est un voyage au cœur même de ce qui fait de nous des êtres humains. Et c'est ce voyage qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Au fond, on a tous ce sentiment d'être libre, pas vrai? On est libre de choisir son café le matin, de changer de boulot, de penser ce qu'on veut. Mais en même temps, entre les lois de la physique, les codes de la société, et puis soyons honnêtes, nos propres habitudes, eh bien cette liberté, elle a l'air un peu fragile. Parfois même, on se demande si elle existe vraiment. C'est ce paradoxe, ce truc fascinant, qui va être le fil rouge de notre discussion. Alors voilà comment on va s'y prendre. On va d'abord se pencher sur ce fameux paradoxe de la liberté. Ensuite, on plongera dans le grand duel liberté contre destin. Après ça, on verra comment certains ont voulu fonder la liberté sur la raison. Puis, on passera à la liberté en action, dans le concret. Et pour finir, on essaiera de rassembler toutes les pièces du puzzle. Allez, on attaque! Le premier terrain de jeu, ou plutôt le premier champ de bataille de la liberté, c'est en nous-mêmes que ça se passe. Quand on a l'impression que le monde extérieur nous échappe, comment est-ce qu'on peut encore trouver un espace pour être libre? Eh bien, les philosophes de l'Antiquité, ils avaient là-dessus deux visions, mais alors complètement opposées. Alors, la première réponse est celle des stoïciens, avec Épictète en tête de file, et franchement, c'est d'une simplicité radicale. L'idée, ce n'est pas de vouloir changer le monde, non, c'est de changer notre façon de le voir. La clé de tout, c'est de faire une distinction hyper claire entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de nous, nos opinions, nos désirs, nos jugements, ça, c'est notre domaine, notre royaume. Et le reste, le corps, l'argent, ce que les autres pensent, tout ça, ça nous échappe. Du coup, être libre pour un stoïcien, c'est simple, c'est lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas et se concentrer à fond sur ce qu'on maîtrise, notre forteresse intérieure. Et cette phrase-là, elle résume tout. Pour un stoïcien, être en prison, eh bien, les murs, les barreaux, ce ne sont que des choses extérieures. Ça n'atteint pas le noyau dur, ce qui dépend vraiment de nous, notre capacité à juger, à penser, à vouloir. La liberté devient alors une espèce de force intérieure, impossible à briser, une tranquillité d'esprit que personne ne peut nous voler. C'est super exigeant comme vision, c'est sûr, mais c'est d'une puissance folle. Bon, cette idée d'autonomie totale des stoïciens, c'est beau, mais est-ce que c'est vraiment réaliste ? Saint Augustin, lui, il arrive avec une réponse complètement différente. Il nous dit, oui, bien sûr, on a un libre arbitre, une liberté de choix. C'est un cadeau de Dieu. Sauf qu'il y a un hic. Depuis le péché originel, notre volonté est, disons, un peu buggée. Tout seul, on est assez faible, on a tendance à faire le mal. Notre libre arbitre, il nous rend responsables de nos bêtises, ok, mais il ne suffit pas pour faire le bien. Pour ça, il nous faut un coup de pouce, une aide extérieure, divine, ce qu'il appelle la grâce. Et cette citation, elle est super parlante. Même un truc aussi personnel que la maîtrise de soi, eh bien pour Augustin, on ne peut pas y arriver tout seul. C'est un don de Dieu, point. Et c'est là qu'on voit bien le contraste énorme. Le stoïcien, il trouve sa liberté en étant complètement autonome, maître de sa raison. Augustin, lui, la trouve en acceptant de dépendre de Dieu. La liberté, ce n'est plus se suffire à soi-même, mais savoir s'ouvrir et recevoir cette grâce. Ok, on quitte maintenant cette citadelle intérieure de l'Antiquité et on fait un bond en avant jusqu'à l'époque des Lumières. Là, la boussole change complètement. C'est la raison qui prend le dessus. Et du coup, la liberté aussi, elle change de visage. Ce n'est plus une question d'accepter son destin ou de recevoir un don de Dieu. Non, c'est quelque chose qu'on construit avec notre raison. Ça ne veut plus dire pas de contraintes, mais plutôt obéir à des lois justes, des lois qu'on s'est fixées nous-mêmes. Alors là, attention, la vision de Spinoza, elle peut vraiment secouer au début. Pour faire simple, il balance l'idée de libre arbitre à la poubelle, complètement. Pour lui, tout, absolument tout dans l'univers, y compris nos propres actions, est déterminé par une chaîne de causes et de conséquences. Si on se croit libre, c'est juste parce qu'on ne connaît pas toutes les causes qui nous poussent à agir. Alors, la liberté, elle est où? Eh bien, elle n'est pas dans le choix, mais dans la connaissance. Être libre pour Spinoza, c'est comprendre ce qui nous détermine, comprendre les règles du jeu et y adhérer. Plus on comprend, plus on agit en harmonie avec notre vraie nature. Et paradoxalement, plus on est libre. Avec Rousseau, on change de terrain. La liberté, c'est plus juste une affaire perso, ça devient politique, collectif. Il nous explique qu'il y a en fait deux sortes de liberté. D'un côté, il y a la liberté naturelle. En gros, c'est la loi de la jungle, on a le droit de faire tout ce qu'on a la force de faire, c'est le chaos. Et de l'autre, quand on décide de vivre ensemble, on passe à la liberté civile. On accepte de perdre un peu de cette liberté brute pour gagner quelque chose de beaucoup plus précieux, la sécurité et une vraie liberté garantie par la loi. Cette loi, ce qui la limite, ce n'est plus la force de chacun, mais ce qu'il appelle la volonté générale. Autrement dit, la loi qu'on a tous créée ensemble. Et c'est ça la formule magique de Rousseau. La vraie liberté, c'est l'autonomie. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais obéir aux règles qu'on s'est données à soi-même. Quand on obéit à la loi, cette fameuse volonté générale, au fond,
On n'obéit qu'à nous-mêmes, mais en tant que citoyens. Et là, c'est un retournement de situation complet. La loi n'est plus ce qui nous empêche d'être libres. Au contraire, c'est ce qui rend notre liberté possible. Bon, accrochez-vous, on entre maintenant dans le monde un peu complexe mais passionnant de Kant. Pour lui, impossible de parler de liberté sans parler de morale. C'est lié. Il nous dit que notre raison nous donne des ordres de deux façons. D'abord, l'impératif hypothétique. C'est le plus simple. Si tu veux X, alors fais Y. Par exemple, si tu veux être en forme, alors fais du sport. L'action est juste un moyen pour arriver à ses fins. Mais la vraie liberté, la vraie morale, elle est ailleurs. Elle répond à l'impératif catégorique. Lui, il est sans condition. Il ne dit pas « fais ça pour », il dit juste « fais ça, point », parce que c'est ton devoir. Mais comment on sait si on agit par devoir? Kant nous donne un petit test, une méthode. Imaginez vous êtes tenté de mentir pour vous en sortir. Votre règle personnelle, votre maxime, c'est « je peux mentir si ça m'arrange ». Ok, maintenant, deuxième étape, imaginez que cette règle devienne une loi universelle. Un monde où tout le monde ment dès que ça l'arrange. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plus personne ne croit personne. Le concept même de vérité ou de promesse ne veut plus rien dire. C'est le chaos. Ça crée une contradiction. Votre règle ne tient pas la route. Donc pour Kant, agir librement, c'est agir d'après des règles qui pourraient fonctionner pour tout le monde, tout le temps. Ce qu'il faut retenir de Kant, c'est vraiment cette fusion. Être libre, ce n'est pas faire ce qui nous plaît, ce n'est pas calculer ce qui est bon pour nous, c'est agir par devoir. C'est suivre une loi que notre propre raison nous dicte comme étant universelle. Du coup, chez lui, la liberté, la morale et la raison, c'est un peu les trois faces de la même pièce. Et le paradoxe, c'est que l'être humain est le plus libre quand il se soumet à la contrainte de sa propre raison. Ok, c'est une sacrée construction intellectuelle tout ça. Mais on peut se poser la question, une liberté aussi abstraite, aussi mentale, est-ce que ça suffit ? Est-ce que la liberté, ce n'est pas aussi quelque chose qui doit se vivre, se battre pour, se conquérir dans le monde réel, à travers nos actions, nos combats ? Eh bien, c'est justement le grand virage qu'on va prendre maintenant. Pour ça, Hegel nous raconte une histoire célèbre, celle du maître et de l'esclave. Imaginez, deux personnes qui se battent à mort, juste pour être reconnues par l'autre. Il y en a un qui est prêt à mourir pour ça, il deviendra le maître. L'autre a peur de la mort et préfère se soumettre, il deviendra l'esclave. Le maître a gagné, il est reconnu. Mais reconnu par qui ? Par quelqu'un qu'il considère inférieur. C'est une reconnaissance qui ne vaut rien. Et puis, sa liberté de ne rien faire, de profiter, elle dépend à 100% du travail de l'esclave. Bref, sa situation est un cul-de-sac. Et c'est là que tout bascule. C'est ça qui est génial chez Hegel. L'esclave, lui, il est obligé de bosser. Mais en travaillant la matière, en transformant le monde, il ne fait pas que fabriquer des trucs pour son maître. Non. Il se découvre lui-même. Il apprend à maîtriser des techniques, il apprend la discipline et surtout, il réalise qu'il a le pouvoir de créer, de changer les choses. Le travail, qui était une punition, devient l'outil de sa propre libération. C'est lui, l'esclave, qui devient le vrai moteur de l'histoire. Allez, encore un changement de cap, avec Henri Bergson. Lui, il nous propose de voir la liberté différemment. Ce n'est pas un choix purement rationnel, ce n'est pas une lutte politique, c'est une expérience rare, profonde, presque artistique. Il dit que la plupart du temps, on agit en pilotage automatique, à cause de nos habitudes, de la pression sociale. Mais de temps en temps, il y a un acte qui sort du lot. Et cet acte, Bergson le compare à un fruit qui mûrit. Ce n'est pas une décision qu'on prend sur un coup de tête, un simple oui ou non. Non, c'est le résultat de toute notre histoire, de tout ce qu'on a vécu, senti, pensé, et qui a infusé en nous pendant des années. C'est ça sa fameuse durée. L'acte libre, c'est celui qui vient du plus profond de nous, qui exprime tout ce qu'on est à cet instant T. C'est un acte qui nous ressemble, qui est créatif, imprévisible. C'est un peu comme si toute notre personnalité s'exprimait d'un seul coup. Et pour notre dernière escale, on retrouve Hannah Arendt qui nous fait faire le chemin inverse. On sort des profondeurs de l'âme pour revenir sur la place publique. En fait, elle critique une bonne partie des philosophes, surtout les stoïciens, en leur reprochant d'avoir fait de la liberté un truc purement intérieur, une sorte de refuge. Pour elle, c'est un non-sens total. À l'origine, chez les Grecs, être libre, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire participer à la vie politique, débattre, agir avec les autres. La liberté, ce n'est pas être le maître de soi-même dans son coin. C'est la capacité de lancer quelque chose de nouveau dans le monde, ensemble. Pour Arendt, c'est clair, la liberté est politique ou alors elle n'existe tout simplement pas. Voilà, on arrive au bout de notre voyage. D'Épictète à Arendt, on a vu à quel point l'idée de liberté a pu changer. D'abord un refuge intérieur, puis une construction de la raison, et enfin une conquête qui se joue dans l'action. C'est le moment de souffler un peu et de mettre tout ça en perspective. Cette petite chronologie, ça résume bien les grandes phases.
Dans l'Antiquité, la liberté, c'est une affaire d'âme, accepter le destin ou accueillir la grâce de Dieu. Ensuite, avec les Lumières, ça devient une affaire de tête, être autonome grâce à sa raison et à la loi. Et puis, à l'époque moderne, ça devient une affaire de main et de cœur, quelque chose qui se construit dans l'action, dans la création, dans l'engagement avec les autres. On voit bien que chaque période a ajouté sa pierre à l'édifice, pour dessiner une image toujours plus riche de ce que c'est qu'être libre. Alors, au final, on en retient quoi? Est-ce que la liberté, c'est cette sagesse intérieure qui nous rend intouchables, comme le voulaient les stoïciens? Est-ce que c'est obéir à une loi universelle qu'on trouve dans notre propre raison, comme le disait Kant? Ou alors est-ce que c'est une lutte de tous les instants, une action qu'on ne peut mener qu'avec les autres, dans le monde, comme le suggèrent Hegel ou Arendt? La vérité, c'est peut-être que la liberté n'est pas une seule de ces choses. C'est peut-être justement la tension permanente entre toutes ces idées. Une tension qui nous force, encore et toujours, à réfléchir à nos choix et au sens de notre vie. La question, elle, reste grande ouverte.